Eh oui, je crois qu'il faut. Ouais, super. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Euh, Hyper content de vous accueillir pour ce premier Skill Talk, que j'espère être le premier d'une longue série. Très concrètement, le Skill Talk, l'idée est d'aller sur un certain nombre de compétences. Compétences que, donc moi, je suis le fondateur du Passeport Dev, qui est un outil qui permet de visualiser ces compétences de dev sans passer par les frameworks, les langages qui sont un petit peu obsolètes. Alors, pas que les langages soient obsolètes, mais que de raisonner uniquement à travers les langages, c'est obsolète. L'idée est plutôt d'aller sur des compétences. Et parmi ces compétences, donc on les a catégorisées en voilà, une dizaine de catégories. Le front-end est une de ces catégories-là. Et dans les compétences du front-end, on a la gestion de l'état, la gestion du state, et effectivement qui est un sujet, quel que soit le framework qu'on utilise, qui est un sujet assez présent. Dès que les applications commencent à grossir, on a de moins en moins le choix de s'en passer. Et donc très content d'accueillir Michael. Michael, tu vas pouvoir te présenter, mais voilà, développeur full stack, tu as été chez Octo, maintenant tu es indépendant avec Freelight Technology. Et on va essayer justement de parler de state management et d'essayer même d'aller au niveau de l'abstraction, de pas forcément parler en particulier d'un Redux, d'un Mobix, etc., mais plutôt de voir le pattern un peu fondamental qui est à l'origine de toutes ces libs, pattern qui existe depuis quasi une dizaine d'années. Alors en vrai de vrai, qui existe depuis plus longtemps, ça vient de l'industrie, je crois. Mais voilà, dans le dev et dans le dev front, on en parle beaucoup. Et aujourd'hui, avec Mickaël, on va essayer de rentrer un peu plus dans le détail de ce pattern Flux euh, qui a été implémenté par Facebook. Et quel type d'industrie, ça, je sais pas. Je sais pas, mais je sais que c'était utilisé peut-être dans l'automobile. Mais c'est vrai que tu connais pas mal ce monde-là, Jérôme. Donc voilà, donc merci à tous pour ce premier Skill Talk. Dans le Passeport Dev, il y a 93 skills aujourd'hui. Je sais pas si on arrivera à faire les 93 talks, mais en tout cas, on a de quoi faire. Et puis on va commencer voilà avec le state management côté front-end. Bienvenue à tous, à toutes. Bienvenue Mickaël, merci d'être là. Je te laisse la parole et puis c'est parti. Bien, merci Stan. Bonjour à tout le monde. Effectivement, donc aujourd'hui, on va parler du State Manager de manière générale sur les applications front. Alors, en disclaimer, et Stan en a parlé un tout petit peu avant, mais ça ne sera pas une apologie de Redux, mais du State Manager, parce qu'effectivement, enfin, on va voir juste après, ça permet de mon point de vue, de résoudre beaucoup de soucis qu'on peut avoir. Mais on va quand même parler un peu de Redux quand même. Alors, pour me présenter rapidement, même si Stan m'a un peu introduit, donc effectivement, j'étais chez Octo pendant 4 ans. Avant, j'ai fait 5 ans de gestion de projet. Et là, depuis presque 2 ans, je suis freelance et je suis expatrié en République tchèque, et à Prague notamment. Voilà. Donc là, je vous parle de Prague. Alors, la jeunesse du problème. Donc, il y a des grands de ce monde qui ont détecté un problème quand ils faisaient leurs applicatifs front. Ils avaient une problématique de représenter la même chose, mais à des endroits totalement différents du site. Et totalement différents, sous-entendu, qui ne sont pas liés directement dans l'arborescence des composants et du code. Donc, par exemple, si on prend l'exemple de LinkedIn, ici, on peut voir, je vais prendre un pointeur, on peut voir ici la pastille New Post et une pastille rouge ici à côté de Home. Alors, vous pouvez faire le test la prochaine fois que vous allez voir cet affichage. Quand vous allez cliquer sur New Post ici, la pastille là va disparaître. C'est tout simplement parce que ça représente la même chose. C'est-à-dire qu'on a une notification sur Home comme quoi on a une actualité qui vient d'apparaître. Mais on peut voir ici, sur la page là, que
Là, ici, c'est dans le header, et là, c'est dans le fil d'actualité de LinkedIn. Donc, rien à voir au niveau emplacement sur le site. Et pourtant, quand on clique sur l'un, ça fait disparaître l'autre. Donc, on voit bien qu'il y a une liaison entre les deux. Donc, une des possibilités, c'est éventuellement d'arriver sur le composant le plus haut de l'app et de faire descendre l'information là où on en a besoin. Donc, c'est ce qu'on appelle le props drilling. Donc, on fait passer l'info d'enfant en enfant jusqu'à atterrir là où l'enfant, le composant enfant, va s'en servir. Donc, si on a une info de A, on va la passer au composant B, au composant C, pour au final l'utiliser dans le composant D. Et ça arrive aussi parfois que l'information, on en ait besoin également dans le composant A. Donc, on a B et C qui sont au final des composants passe-plat, parce qu'ils ne font rien avec l'information, ils font juste la transiter. Donc, le problème qu'on peut voir avec ça, c'est on a des composants intermédiaires qui ont obligatoirement la props, ou l'input, peu importe comment on l'appelle, qui est passé et qui est obligatoire, parce qu'ils doivent, après, par la suite, la passer et passer l'information à son enfant, etc. Donc, on se retrouve avec des informations inutiles dans le composant. Et potentiellement, cette information inutile, le composant, par inadvertance, pourrait l'altérer. Et ça va engendrer un autre problème. Et au final, on ne sait pas qui fait quoi. Et donc, là, on voit dans le petit exemple, là, pour afficher le message Hello, on voit que il est passé au message dans grands-parents, qui lui-même le passe dans parents, qui, au final, le passe dans You pour finalement l'afficher. Donc, grands-parents et parents, ils ne font rien, ils ne font que transiter l'information. Ensuite, on peut remarquer quand l'application elle grossit, il y a un autre problème qui arrive. Quand je dis elle est grossie, c'est qu'il y a de plus en plus de fonctionnalités, plus en plus d'interactions entre les différentes parties du site. C'est dans le sens-là que je dis grossi. Il y a un autre problème qui arrive. C'est qu'on a un pattern qui s'appelle le two-way data binding, qui en gros, qui peut se résumer comme ça, c'est que on fait un changement dans la vue, ça met à jour le modèle. Et inversement, quand on met à jour le modèle, la vue se met à jour. Alors sur le papier, ça paraît super bien parce que c'est hyper réactif. On a des mises à jour qui se mettent à droite, ça se répercute à gauche, etc. etc. Donc ça engendre beaucoup de réactivité dans le front et dans l'interaction avec l'utilisateur. En revanche, c'est quand on commence à avoir plusieurs vues qui interagissent avec plusieurs modèles. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, quand je parlais du prop streaming, c'est que potentiellement, on a des composants intermédiaires qui peuvent interagir sur ce modèle. Et donc, on se retrouve avec ce genre de diagramme d'influence, si on peut dire ça comme ça, ou d'un diagramme d'interaction où on ne sait plus qui fait quoi et qui modifie quoi. Donc, mince, j'ai dans ma vue ça qui s'est modifié, parce que j'ai fait ça, mais en fait, c'est quand j'ai fait cette interaction-là que ça a été modifié, etc. Et du coup, c'est quand même c'est assez compliqué de trouver d'où vient potentiellement l'erreur. Peut-être que vous avez déjà vécu ce genre d'expérience. En tout cas, moi, je l'ai déjà vécu et c'est assez désagréable, parce qu'on ne sait pas où chercher au final. Donc, de ces deux problèmes, je pense qu'il y en a eu d'autres par rapport à ça, mais c'est un peu c'est les majeurs, et de la problématique que j'évoquais au tout début, de faire discuter deux ensembles de l'application qui ne sont pas liés. Il y a eu la naissance effectivement du pattern qui a été appelé Flux. Ouais. Donc, on va voir un peu sur quoi ça repose. Donc, ça repose sur un flux de données
unidirectionnel. Il n'y a pas d'aller-retour, comme on a pu voir juste avant, dans le flux de données. Il va que dans un seul sens. Et le sens, c'est celui-là, c'est la vue, elle fait une action. Ensuite, l'action, d'un point de vue terminologique, elle est dispatchée quelque part. Le dispatcher, il invoque notre store. On va voir ce que c'est après, le store, mais ça représente l'état de l'application. Enfin, le store se met à jour et la vue, elle est notifiée, etc., etc. Donc, effectivement, ça fait une boucle, mais il n'y a pas d'aller-retour entre deux composants, deux éléments. Et le petit bonus, c'est que le store ne peut être que modifié par une action. Donc, ça induit quoi? C'est que il n'y a aucun autre élément extérieur qui peut modifier le store. Donc, tout passe par une action. Ça, on va voir après quel avantage ça apporte, notamment en termes de traçabilité et de log. Et donc, voilà. Ensuite, le deuxième, on va dire la seconde grand élément de ça, c'est que le store ou le state, il représente en fait la seule source de vérité. Donc, si on souhaite matérialiser tout l'état de l'application dans le store, ce que je conseille au moins au maximum, eh ben, le store va refléter l'état de l'application à un instant T. Et quel bénéfice ça a? C'est que les vues qui ont besoin d'éléments du store, bah, ils vont, entre guillemets, juste s'abonner au store pour pouvoir réagir quand il y a une modification dans celui-ci. Et donc, et chaque partie, la vue 1, vue 2, vue 3, ils restent indépendantes les unes des autres. Donc, on évite également le props dreaming. Parce qu'on a juste, entre guillemets, encore une fois, à s'abonner au store pour avoir la donnée qui nous intéresse. Voilà. Donc, il y a quelques implémentations connues que vous avez peut-être déjà croisées, peut-être même utilisées. Et on va voir un peu comment, techniquement, ils implémentent ce pattern. Donc, on a Redux, Vuex et NGRX. Redux, action pour lui, c'est action. Dispatcher, c'est dispatcher. Le store, c'est un store qui est modifié via des reducers. Et la vue, elle est mise à jour via des sélecteurs. Vuex, quant à lui, bon, il y a toujours l'action. Dispatcher, eux, ils ont introduit la terminologie de commit. On commit une action. Voilà, pourquoi pas. Et au niveau du store, eux, ils sont sur un autre paradigme, mais ça marche aussi bien. Ils ont introduit la notion de mutation. Je souhaite muter mon store. Et enfin, pour le côté vue, le pendant du sélecteur, ils ont appelé ça des getters. Voilà, je récupère une donnée dans mon store. Ça marche très bien également. Et enfin, pour NGRX, eh ben, c'est globalement la même terminologie que Redux. Donc, action pour action, dispatcher pour dispatcher, store/reducer pour la partie store, et des sélecteurs pour la partie vue. Voilà. La seule grosse différence, on va dire, avec NGRX par rapport aux deux autres, c'est que c'est essentiellement, même principalement, basé sur les observables. Tout simplement, à mon avis, parce que Angular est basé sur les observables dans sa construction. Donc, ils ont, comment dire, ils ont épousé, on va dire, le paradigme ou les choix qui ont été choisis dans la construction d'Angular. Les autres, c'est pas aussi lié. Voilà. Alors, allons, maintenant qu'on a dit tout ça, on va essayer d'aller un peu plus loin. Qu'est-ce qu'on peut faire avec notre store? Eh ben, on peut ajouter, par exemple, des comportements récurrents. Effectivement, comme on sait que tout passe au même endroit, eh ben, on peut ajouter ce qu'on appelle on peut ajouter un morceau de code qu'on appelle un middleware.
Et c'est ni plus ni moins que quelque chose qui s'exécute à chaque fois qu'il y a une action qui passe. Du coup, ça sous-entend quoi? C'est si on a réussi à faire passer toute notre application par le store, ou la majeure partie de notre application par le store, ça sous-entend du coup qu'il y a une action qui est associée, et donc on peut faire quelque chose via ces actions. Et donc, un truc qui peut être intéressant, c'est récupérer toutes les actions effectuées par un utilisateur, par exemple, pour traquer son chemin ou autre chose. Et ça devient tout de suite plus simple, juste parce qu'on a juste besoin de plugger un morceau de code à un seul endroit dans l'application, et pas à plein d'endroits différents, enfin voilà. Ensuite, ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le principe du store, de manière assez générale, en tout cas notamment Vuex et Redux, c'est même NGRX si on n'implémente pas cette partie, c'est que c'est synchrone. Du coup, comment on fait quand on doit faire de l'asynchrone? Typiquement, des requêtes HTTP pour récupérer de la donnée. Si on ne peut pas faire des requêtes HTTP, notre site, il va pas, c'est pas qu'il ne va pas servir à grand chose, c'est que il ne va pas pouvoir récupérer de la donnée, etc. Et cette donnée qui est récupérée, on va vouloir la mettre dans le store, par exemple, ou faire, par exemple, ah tiens, je mets un petit booléen pour indiquer que c'est en cours de chargement, des choses comme ça. Donc pour ajouter ce comportement-là, rappelez-vous, j'ai parlé juste avant des middleware, on va utiliser notamment ce principe de middleware. Donc j'en ai mis quelques-uns qui sont assez connus. Donc celui-là, le petit logo là, ça représente Redux observable. Si on veut utiliser les observables avec Redux, on a son pendant, ça c'est Redux Saga, j'ai jamais utilisé, mais ça sert à faire la même chose. Et l'autre qui est assez connu par rapport à ça, c'est Redux Sync aussi, qui tourne autour des promesses. De mémoire, sur Vuex, il n'y en a pas vraiment. Eux, ils proposent de faire la partie asynchrone dans la partie action qu'ils décrivent. Donc voilà. Et celui-là, c'est le logo de RxJS. C'est notamment juste pour dire que avec NGRX, il y a ce qu'ils appellent des effects, qui est basé voilà, sur une réaction derrière des observables. Voilà. Et donc, voilà, ils ont quand même pensé à cette partie-là. Là, je vais vous faire une petite démo sur un projet à moi. Alors, je sais pas, je suis pas déconnecté. Voilà. Donc là, c'est un petit site, bon, je ne vous dis pas ce qu'il fait, ça ne sert pas à grand-chose, hein, ça sert à remonter des métriques. Mais ce qui est intéressant, c'est cette partie-là. Donc là, c'est pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est la vue, c'est Redux DevTool, enfin React DevTool, je ne sais plus trop comment ils appellent ça. Et voilà. Et la vue, une vue au niveau de Redux. En général, c'est décomposé en deux grandes parties. C'est la partie où je liste les actions, donc qu'est-ce qui s'est passé dans mon application, et une partie où on voit un peu la résultante de ce qui s'est passé, ou des différentiels entre ce qui était avant et ce qui était après, plein de choses comme ça, et une partie ici où on va voir à quoi elle peut servir, mais une partie un peu tooling par rapport à tout ça. Du coup, là, on va juste recharger la page et vous allez voir ce qui va se passer. Donc là, on voit que la partie action, là, il y a plein de choses qui se sont arrivées. C'est en gros, modulo peut-être les 3 premiers, là, c'est toutes les actions que moi, j'ai décidé de dispatcher dans mon store. Donc là, on peut voir que là, j'ai une vérification du statut de l'application, j'ai une vérification d'utilisateur connecté, j'ai la vérification qui a réussi. Là, j'ai quelque chose qui m'a indiqué que j'étais à une page.
Là, j'ai une autre vérification de l'application, du statut de l'application. Là, j'ai chargé la liste des configurations, j'ai chargé les informations de l'utilisateur, j'ai vidé les items de formulaire contacté. Ah, là, on voit qu'il y a un chargement qui a échoué sur les informations de l'utilisateur et on voit que la liste des configurations, le chargement a réussi. Donc là, ça nous indique quoi? On voit tout ce qui s'est passé. Enfin, modulo tout ce qu'on a logué de ce qu'on voulait voir ce qui se passait. Et là, en lisant ça, moi, il y a déjà un premier truc qui m'intrigue, qui pourrait m'intriguer. Je ne sais plus laquelle raison, c'est pourquoi j'ai 2 fois, je crois que j'en avais une qui était 2 fois là. Ah non, j'en ai peut-être pas 2 fois. Bon, bref. C'est pas. Information utilisateur chargée, non? Oui. Elle est là et elle est en bas. Elle est tout en bas aussi, je crois. Ah non, elle est, je crois. Non, alors c'est pas très grave. Il me semblait que j'en avais lu une en double, mais apparemment non, j'ai dû l'enlever. Là, typiquement, si on avait eu une action qui était envoyée en double, involontairement, on aurait vu 2 fois l'action. Et là, on s'aurait dit, pourquoi on a 2 fois l'action? Donc, potentiellement, 2 fois l'action, ça engendre peut-être des bugs, des choses comme ça. Et ce que je suis en train de dire, c'est que c'est un formidable outil aussi pour débugger. Parce qu'on voit ce qui se passe. Et par rapport à tout ce qui se passe, on a la modélisation du state, donc en gros l'état de l'application, qui se met à jour en fonction des actions. Donc, je le connais plus par cœur, on va dire, mais là, on peut essayer de voir, par là, on voit un peu comment il est modélisé. Information, peut-être ici, là, non, on n'a rien. Utilisateur, voilà, peut-être ici, connexion, non, on n'a rien. Enfin, on a des petites infos. Par exemple, là, j'ai décidé de stocker, par exemple, mon token ici, ces infos, ici, tac, 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 information. Ah, c'est pas grave, comme je me souviens plus trop. Pour voir, par exemple, ce qui a été modifié via cette action-là, on peut aller dans diff, ici, et on voit que dans configuration liste, ça a été modifié. Tac, tac, tac. Voilà. Donc, et ça permet de faire quoi? C'est qu'on peut voir comment ça a été modifié par quoi, et aussi remonter dans le temps. Parce que le state, il est comment dire, immuable, en tout cas d'un point de vue Redux, il est immuable, mais ça marche aussi sur Vuex, même si le state est pas immuable, mutable. Et on peut faire par exemple jump ici pour voir dans quel état était mon application à ce moment-là. Et ça, c'est assez, pareil pour débugger, j'ai pas trouvé mieux. Parce que on peut voir dans quel état est mon application à ce moment-là. Là, je disais que là, il y a une petite time, des petits outils ici. C'est notamment, par exemple, une timeline. Voilà. Ça nous permet de naviguer entre les différentes actions. C'est essentiellement ça. Moi, j'utilise essentiellement ça. Où il y a ça éventuellement qu'on peut utiliser, c'est pouvoir envoyer manuellement une action dans le store pour voir comment l'application réagit. Ensuite, ce que je peux vous montrer, une autre chose, c'est par exemple ici, moi, alors c'est ma façon de gérer les formulaires, enfin, il y en a beaucoup d'autres, mais là, on va voir que dès que je fais des choses ici, il y a un truc qui s'est passé. Donc là, on voit qu'il y a ça qui s'est passé. Ajouter configuration, modifier item repository type. Et toujours la même chose, si je fais jump, ça me l'a enlevé ici. Et si je fais ça, ça me l'a remis ici.
Là, on peut voir que il y a des choses qui ont été modifiées ici. Donc, pour être un peu plus parlant, on va regarder là. Et là, on voit qu'il y a l'état. Et si, on va voir si ça marche, mais si je modifie ici, alors évidemment, il me l'a pris au dernier. Mais si je me mets ici, on voit que le projet ID, là, il s'est modifié. Le nom, je fais pareil. Hop, il s'est modifié, etc. Bon, je ne vous fais pas tous les trucs. Hein. Et enfin, là, un peu ce que j'évoquais un peu en préambule, mais je matérialise également l'action de chargement dans mon store. Par exemple, moi, je mets ça en cours d'exécution. On va aller voir sur une page qui va être assez parlante. Voilà. Et voilà. Diff event list. Normalement, ici, on a un cours en cours d'exécution. On va voir si celui-là, il change à un moment donné. Normalement, il devrait changer. La liste configuration chargée. Non, il ne change pas. Alors, je ne suis peut-être pas au bon endroit, mais là, on le verrait changer au moment où il y a... Ah, peut-être encore un peu avant. Hop, non, toujours false. Je suis peut-être pas au bon endroit. Comme je disais, je ne connais plus par cœur. Mais là, on le verrait changer. On verrait true false en fonction d'une action. Voilà un peu pour la démo. Donc, pareil, hein, là, comme il y a toutes les infos, enfin, moi, je suis un peu dans l'école, j'essaye de mettre le maximum de choses dans le store. On voit toutes les informations qui sont listées, sur le site. Hop, on reprend ça. Maintenant, on va faire une petite partie comment on teste ce truc-là. On va essayer de se mettre à la place de la vue. Et donc, dans nos tests, on va faire les actions que la vue peut potentiellement faire. Et les choses que la vue peut potentiellement récupérer. Donc là, on voit, alors j'espère que c'est assez gros, je ne peux pas zoomer, désolé. Je vais te proposer de zoomer un peu. Ouais, je ne peux pas zoomer, C'est vrai qu'on désolé. voit pas. Si tu retires le full screen et que tu zoomes avec ton pad. Je vais essayer. Ouais, ça marche. Alors, je vais retirer ça. Alors, ouais, ça, bonne enquête. Donc, pour l'initiation du test, voilà, on voit que je dispatche plein d'actions dans mon store. Je n'altère pas le state. Parce que, comme je disais juste avant, la seule chose qui peut altérer le state, c'est une action. Donc, je fais la même chose dans les tests. Là, c'est quelques petits trucs de mock, enfin de doublure de test pour simuler des cas asynchrones. Et là, l'action que je veux vérifier, c'est au moment, je dispatch, store.dispatch, mon action, ajouter événement, action.ajouter. Donc ça, c'est typiquement un truc que la vue va faire. Et derrière, comment je vérifie que tout a bien marché. Alors là, c'est des choses qui ne sont pas liées à la vue, mais là, typiquement, ça, c'est un truc lié à la vue. Donc, je regarde l'état en final du sélecteur qui va être utilisé. Donc, par exemple, dans ce cas-là, route sélecteur, événement, ajouter, point, data, et j'ai mon état global. Et moi, je veux qu'à partir de ce moment-là, derrière, ce truc-là soit comme ça. Parce que la vue doit réagir avec ça. Et en plus de ça, c'est je vérifie également, par exemple, comme je disais, moi je gère les loadings et les loaders avec mon store, et notamment ma petite clé en cours d'exécution.
Et là, je vois que pour ajouter cette clé-là, elle doit être à false. Et pour la liste que je recharge derrière après un ajout, bah, je veux que la clé-là soit à true. Tout simplement, entre guillemets. Donc toujours se mettre à la place du client, sous-entendu du code qui va utiliser notre code qu'on est en train de tester. Ça, c'est une manière de faire. Je reprends le diaporama, je pense que je vais revenir sur ça. Autre avantage, c'est que les composants, ils s'allègent d'un coup, car ils délèguent davantage de choses à notre store, notre state manager, et pour au final se concentrer ou se reconcentrer sur leur rôle en fait. Et leur rôle, c'est quoi? C'est afficher des choses à l'utilisateur et proposer de l'interaction avec lui et réagir à son interaction. Du coup, là, je vous ai pris un composant de l'application que je vous ai montré juste avant, un composant qui est assez complexe, hein, donc il y a pas mal de choses à afficher. Et là, on voit qu'au final, il n'y a pas grand-chose hors HTML, on va dire. C'est qu'on a quelques petits trucs en JavaScript, ou TypeScript, peu importe, et qui délègue. Voilà, on voit que pour le onCheck, ma configuration. Tu peux zoomer encore un tout petit peu, Michael, s'il te plaît, tu peux zoomer encore un tout petit peu. Ouais. Super, merci. Ouais, je vais aussi enlever ça. Pour le onCheck, on voit que ça récupère une petite info, mais ça fait props.retirer une configuration ou props.ajouter une configuration. Et le onCheck, je ne sais pas si j'ai bien fait mon truc, j'ai pas dû bien faire mon truc parce que c'était trop gros. Le onCheck, là, il est utilisé par exemple, par une checkbox. Et donc, la props, elle ne sort pas de nulle part, évidemment, hein. Elle sort d'ici, de quelque chose qui vient mapper, binder, lier mon store, donc soit les actions, soit ce qui permet de récupérer des choses dans le store, donc soit des sélecteurs, des getters, peu importe. On vient les mettre, enfin, c'est comme ça que je fais, hein, il y a d'autres façons de faire, mais on vient les donner, les fournir, voilà, à notre composant qui va interagir avec. Et là, on voit que pour tout ce qui est récupération de données, c'est toujours j'ai mon sélecteur, je lui passe à chaque fois l'état de mon application. Plus quelques petits trucs s'il a besoin d'autre chose, mais voilà, c'est toujours la même chose. Et on ne fait pas appstate point quelque chose, point quelque chose, point quelque chose. C'est masqué par notre sélecteur, parce que c'est sur lui qu'on souhaite que la vue s'appuie. Et un peu pas en opposition, mais pour le côté action, on a la même chose avec le dispatch. Là, on a ces actions-là et qui sont liées à ces actions-là. Donc, c'est les actions, derrière, c'est des actions Redux. En l'occurrence, hein, ça peut être des actions Vuex, ça marche tout aussi bien. Et ça me permet. Donc, on voit que en fait, la vue se reconcentre bien sur sa fonctionnalité principale, qui est d'afficher et d'interagir avec l'utilisateur. Parce que toutes les logiques métiers d'aller récupérer de la donnée ou d'aller envoyer de la donnée, c'est géré autre part que dans la vue. Alors, le autre part, de manière générale, là, en l'occurrence, c'est via un state, mais le autre part est fortement recommandé quand même. Le autre part peut être géré autrement. L'idée, c'est de ne pas coupler la vue à des cas d'utilisation, de comment récupérer les données, tout ça. L'utilisation d'un store est une manière de faire. Voilà. Hop.
Alors, je sais plus. Tac. Eh ben, j'ai fini là-dessus. Alors, c'est pas, enfin, on n'a pas été tout en profondeur des choses, hein. C'est vraiment une vue d'ensemble de pourquoi, comment, qu'est-ce que ça apporte. Mais en tout cas, enfin, si vous avez des questions en live, n'hésitez surtout pas. Ou je suis évidemment disponible sur LinkedIn ou par mail, ou enfin, par site internet si vous voulez. Enfin, il y a une petite chaîne YouTube également, où il n'y a pas forcément des vidéos autour de Redux et tout ça, mais il y a d'autres contenus. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a, si vous ne connaissiez pas, ça vous a donné envie de creuser le sujet. Et si vous connaissiez déjà, potentiellement, ça vous a comment dire, conforté sur l'utilisation d'un store manager, ou au contraire, les arguments que j'ai donnés, non, en fait, je ne voyais pas déjà l'utilité d'utiliser un store manager, du coup, j'en vois pas beaucoup plus maintenant. Bon, vous allez me dire. Et donc, si vous avez des questions là en live, je serai à répondre. Alors, on en a eu plein. Merci beaucoup, Michael, De rien. pour cette overview de Flux et de ses implémentations. On va les prendre dans l'ordre et c'est cool parce qu'en plus, par rapport à ce que tu disais à la fin, l'idée, c'est de séparer dans les composants toute la partie présentation et toute la logique. Et tu disais, peu importe où on le met, ça peut être dans un store, ça peut être ailleurs. Et Jean-Sébastien posait la question, pourquoi on n'utiliserait pas IndexDB pour faire du state management? Et je pense que la question peut remplacer IndexDB par pas mal de trucs différents d'ailleurs, que ce soit dans du navigateur, dans les éléments de mémoire qui sont proposés, que ce soit dans des objets à l'intérieur de React, par exemple, dans du contexte ou dans ce genre de choses. Voilà, il y a plein d'endroits où il est possible de stocker un certain nombre de choses. Comment, je pense que c'est souvent une question qui est posée d'ailleurs par rapport au State Manager, quel est le type de données qu'on va vouloir mettre vraiment à l'intérieur d'un store versus d'autres endroits qui peuvent exister et qui sont à disposition. Alors oui, alors en fait, on met ce que l'on veut dedans. Par contre, ce qu'on ne met pas et qu'on a besoin de gérer un état, il faut le gérer autrement. Donc, un des exemples qui revient souvent dans le monde de React, c'est j'ai pas besoin de store parce que je peux utiliser un use context ou un contexte. Mais en fait, ça répond pas exactement aux mêmes problématiques. Et en plus, le contexte est un peu plus, comment dire, c'est un peu plus. Il faut aller bien en profondeur du concept parce qu'il y a quelques subtilités. Mais Sur IndexDB, par exemple, puisque c'était la question de Jean-Sébastien. je ne connais pas trop IndexDB, mais j'imagine que c'est une sorte de base de données côté front en local, j'ai l'impression. Alors ça peut effectivement remplacer un store, mais j'ai envie de dire que ça, au-delà de remplacer un store, si tu bases toute ta gestion d'état dessus, peut-être que tu vas recréer ou réécrire comment dire, une librairie qui existe déjà. Via Redux, Vuex ou peu importe. Et peut-être que, en fonction des propriétés d'IndexDB, peut-être que ça peut être une dépendance sur des cas d'utilisation assez précis. Par exemple, je ne sais pas, stocker le token et pouvoir le récupérer là-dedans, ou des choses comme ça. Au lieu de le stocker, par exemple, dans le store. Ça peut être ça. Ce qui était vachement aussi intéressant dans ce que tu disais, Michael, c'est que dans Flux et donc dans ces différentes implémentations, c'est pas juste un espace où on va stocker quelque chose, mais c'est aussi un process, une méthode avec laquelle on va faire ce stockage-là. Et que pareil, j'ai jamais utilisé Index, mais pour moi, c'est un autre espace de stockage qui peut être utilisé et ça ne dit rien nécessairement de la manière dont on va le mettre à jour les données et qu'il y a le risque de refaire du two-way data binding, par exemple. Donc, c'est pas
forcément uniquement une question d'endroit, mais c'est aussi une question de comment la donnée va être mise à jour, comment l'état de l'application va évoluer. Et dans Flux, il y a vraiment ces deux aspects-là. Ouais, c'est pour ça que je Euh, disais que ça peut être une dépendance sur des cas assez précis. Par exemple, la gestion du token utilisateur, des fois, ça peut être en local storage, en cookie, en ce qu'on veut. Voilà, ça peut être une dépendance. Et sur autre chose, ça peut être la dépendance, en fait, au final, ça peut être, un appel HTTP. Et peut-être que IndexDB, il gère très bien le cache, par exemple. Ben voilà, ça peut être aussi une passerelle vers du cache, un truc intelligent. Mais je le vois plus en périphérie, en dépendance de la chose. yes. Faisal, ensuite pose une question, et tu en as posé plusieurs, c'est chouette. La première question, effectivement, si on a envie de rajouter des choses à faire côté middleware, dans quelle mesure ça va ralentir l'app et je pense même on peut se dire dans quelle mesure ça se benchmark pour justement peut-être se fixer une limite et pas avoir 50 000 actions qui vont se passer à l'intérieur de ce middleware. Toi, quel est ton rapport à ça quand tu veux rajouter des éléments côté middleware? Alors, on va dire les seuls middleware, on va dire, cross-action, parce qu'en général, beaucoup les middleware que j'utilise, ils sont en gros, ils filtrent une action, c'est je réagis à une action bien précise. Mais typiquement, des middleware qui loguent ce que fait l'utilisateur, en gros, les pages qu'il visite, par exemple, un middleware qui ferait de l'analytics à tout hasard. Moi, j'avais beaucoup d'actions qui passaient dedans. Après, est-ce que j'ai pas forcément peut-être travaillé sur des applications à grosse volumétrie? Peut-être, pour ça. Mais de manière générale, ça gérait plutôt bien et on avait un middleware avec quasiment toutes les pages de l'application. Il y en avait quoi? Il y en avait une cinquantaine peut-être. Et après, il n'y avait qu'une action potentiellement qui passait, qui a intéressé le middleware. Donc, il n'y avait pas forcément, il faisait pas forcément, beaucoup de choses quand une action était faite. C'est peut-être aussi pour ça. Après, il faut voir d'où viendrait le ralentissement. Ça se trouve, c'est des appels en base, des appels API. Et du coup, peut-être que trouver un système pour faire des sortes de batch, pour envoyer de manière récurrente un lot à l'API ou des choses comme ça. Je pense que c'est au cas par cas, je pense. C'est ce qui est aussi, je trouve intéressant, c'est que tu prenais l'exemple des analytics, par exemple, qui est un bon use case pour en faire un middleware. Même sans Redux, même sans State Manager, même sans quoi que ce soit, tu en auras besoin de toute façon. Je suis pas sûr que le fait de rajouter à un moment donné une des implémentations de Flux fasse que tu vas rajouter des choses dans ton middleware que tu n'aurais pas rajouté par ailleurs. Donc la latence éventuelle ou la dégradation de performance, elle existe indépendamment en fait du State Manager que tu utilises. Et là, ce qui est intéressant dans ce que tu disais, Mickaël, c'est que justement, tu as une granularité assez fine. Tu peux à chaque action décider que tu vas appliquer ou pas le middleware et que tu n'es pas obligé de le faire pour tout ce qui se passe sur le site. Tu as ce niveau de granularité qui te permet peut-être in fine de gagner en performance en choisissant précisément les actions qui vont être concernées ou pas, quoi. Jérôme, c'est vrai que moi aussi, quand je t'entendais parler, Mickaël, au début, quand tu parlais de la notion de s'abonner à une action, la vue qui s'abonne à une action, on a vraiment cette notion un peu d'observable. Dans Flux, on est full observable en termes de design pattern, quel que soit l'emploi. Euh, Alors, on ne s'abonne pas vraiment à une action. Vraiment, on dispatche une action, ça serait plutôt ça le terme. Et on s'abonne à un sélecteur ou à un getter pour pouvoir être en réaction par rapport à son changement de valeur. Donc, ouais, le changement de valeur, c'est assez proche du pattern observer, j'ai envie de dire.
ou presque du pub-sub, c'est pas très très loin au final. Oui, c'est de toute façon, c'est de la programmation slash architecture réactive et événementielle, hein, parce qu'une action, c'est ni plus ni moins qu'un message slash événement qui est envoyé dans le système, hein, si on veut faire un parallèle avec du back, hein, c'est la même chose, hein. Voilà, je sais pas trop si je réponds à la question du coup, mais Dans l'esprit, il y a quelque chose de l'ordre de l'observeur, même si c'est pas forcément toujours exactement implémenté conformément oui. à on va prendre une dernière question donc on pourra pas répondre à tout malheureusement, mais comme le disait Mickaël, n'hésitez pas à le solliciter dessus. Et pour qu'il n'y ait pas de jaloux, puisque fait ça les Jérôme, j'avais posé une de vos questions, j'ai posé celle de Guillaume, qui parle notamment de GraphQL et notamment de la partie caching GraphQL qui pourrait permettre de se passer de l'utilisation d'un store. Est-ce qu'on répond ici, est-ce que c'est le même problème qui est vraiment traité et est-ce que l'un se substitue à l'autre? Dans quelle mesure? Est-ce que tu as déjà été confronté à cette question? Alors moi, j'ai déjà eu beaucoup de problèmes avec le caching de GraphQL. Ça c'est dit, pardon. C'était un peu en mode troll, mais je pense que c'est complémentaire parce que GraphQL, lui, il va il va mettre en cache la réponse qu'il obtient, si ma mémoire est bonne. Alors que le store, certes, on peut mettre la réponse de GraphQL dans le store, mais à cette réponse-là, on peut y appliquer plein d'actions différentes qui va altérer au final la réponse initiale pour mettre à jour des parties de l'application. Par contre, si au moment où on rappelle la page, on va rappeler la requête GraphQL et elle, si elle a un cache, a priori, elle va prendre ce qu'il y a dans son cache et elle va redonner la réponse. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est que, en fait, le cache, moi, comment je vois le cache de GraphQL, c'est un peu un cache, un Redis qui serait un peu plus loin dans le back. Sauf que là, ça s'arrêterait plus tôt. Mais voilà, donc là, pour moi, c'est deux choses différentes qui peuvent être complémentaires. Parce que d'un côté, la requête, le cache de GraphQL met en cache la réponse de GraphQL, et d'un autre côté, le store qui gère l'état dérivé, on va dire, de la réponse de la requête GraphQL. Et cet état dérivé, il peut être identique, mais il peut changer en fonction de ce que l'utilisateur fait et ce que l'on souhaite faire dessus. C'est Yes. assez complémentaire, je pense. Je pense qu'il y a aussi la notion qu'on ne va pas forcément, bon, ça va souvent être le cas, mais pas toujours dans le store. C'est pas forcément nécessairement des réponses de requêtes qui vont être faites au back. Toutes les actions n'ont pas forcément pour conséquence de faire des requêtes, ce qui fait que il y a peut-être un certain nombre de use cases qui ne peuvent pas être traités par GraphQL sur des Oui, actions qui sont faites tout à côté fait. front-end. Donc effectivement, c'est probablement un bon complément, mais ça peut pas forcément se substituer. Oui, c'est pas le Euh, même cas d'utilisation, je pense. on va s'arrêter là. Je vous recommande, si vous voulez approfondir ces concepts, dans la doc de Redux, c'est assez bien fait. Il y a eu des vidéos aussi de Dan Abramov qui Oui. prenait des exemples très très précis, très simples et incroyablement bien faits, testés et compagnie, qui se retrouvent sur YouTube et qui parle de ça. On peut le suivre en live coding, c'est plutôt bien fait. Ça répondra à ta question, Jérôme, sur le dispatcher et le réduceur. Euh, merci à toutes et à tous. On a enregistré, donc oui, on va mettre la conférence sur YouTube.
Je vais essayer de faire ça le plus vite possible. Donc, merci à toutes et à tous. Merci, Mickaël, pour cet échange. Et je vous tiendrai au courant sur les réseaux du prochain Skill Talk. N'hésitez pas, si vous avez des envies particulières, d'ailleurs, je peux essayer aussi d'orienter mes recherches en fonction de ça. Bon appétit et puis à très bientôt. Merci, à bientôt. Merci. À la prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.